On en parle? On parle de quoi? Mais peut-on en parler? Personne n'en parle? Si, nous, on en parle. Parlons ensemble. Eh bien, on va commencer la webconférence d'aujourd'hui. Donc, je me présente, je suis le docteur Joma, je suis le président de la Ligue contre le cancer, le comité 85, et je souhaite donc la bienvenue à tous ceux qui se sont connectés aujourd'hui pour cette première webconférence ou webinaire. Ce que nous avons voulu faire, c'est que l'idée avait émergé avec nos salariés de faire des webconférences parce que dans le contexte sanitaire actuel, évidemment, on ne peut pas faire de manifestations en présentiel. Vous savez que la Ligue a ses trois missions qui sont notamment la prévention, l'aide aux malades et puis la recherche clinique. Alors, faire un webinaire ou une webconférence sur la recherche, ça va être compliqué. Mais ce que l'on veut, c'est continuer à assurer quand même un lien avec le public, avec tous ceux qui veulent, qui sont intéressés en tout cas par la lutte contre le cancer, et puis continuer dans les activités qui sont les missions de la Ligue contre le cancer. Donc, l'idée a émergé de faire des webconférences pour essayer de continuer à toucher du public et puis permettre aussi à ceux qui sont intéressés d'avoir des informations. Aujourd'hui, la Ligue va mettre en place ces webconférences qui vont avoir lieu donc deux jeudis par mois, donc tous les 14 jours. On commence la première aujourd'hui avec le thème de l'activité physique adaptée et cancer, et c'est Margot Millot de Ciel Bleu qui nous accompagne depuis longtemps, Ciel Bleu qui nous accompagne depuis longtemps, et Margot Millot qui va nous parler de l'activité physique adaptée, c'est-à-dire l'APA. Dans 15 jours, on va avoir un autre webinaire, et bien sûr, tous les liens et toutes les informations seront sur le site de la Ligue contre le cancer. J'espère que nous aurons de plus en plus de monde et que nous pourrons toucher de plus en plus de monde. En tout cas, je vais laisser la parole à Margot aujourd'hui. Je ne vais pas être trop long parce que c'est un petit peu sa conférence pour nous parler d'APA et de cancer. Et puis, vous aurez tout le loisir de poser des questions, en tout cas, si vous en avez envie à l'issue de son intervention. Voilà, Margot, je vous laisse la parole. Merci. Du coup, là, aujourd'hui, juste pour ce webinaire, je voulais vous informer que cette session va être enregistrée de façon à ce que vous puissiez la re-regarder et la revoir. Donc, juste pour vous informer que ceci est enregistré, que ce sera mis à votre disposition. On va présenter aujourd'hui de la façon suivante, c'est-à-dire que je vais avoir un point de situation avec vous sur 30 minutes et je lirai régulièrement vos questions. Donc, on vous invite à mettre vos questions dans l'onglet qui s'appelle « Discussion » de façon à ce que nous puissions y répondre. À chaque fois que moi, je vais changer de thème, je vais regarder s'il n'y a pas des questions en lien avec les thèmes et je vais me garder les questions plus pointues pour la fin. Et vous aurez un quart d'heure à la fin de discussion pour qu'on puisse répondre à vos questions. Et donc, je vous invite à interagir de façon à ce que ce webinaire corresponde vraiment à vos attentes. Alors, aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment de vous présenter quel est l'intérêt de l'activité physique, qu'est-ce que l'activité physique et pourquoi dans le cadre du cancer. Je ne vais pas être exhaustive, l'idée, c'est de rester sur des choses simples, d'apporter évidemment des points de réflexion et puis surtout de vous apporter des trucs et astuces. Voilà, donc du coup, on va commencer et je vous ai préparé, je vous partage à l'écran. Voilà, mon support. Alors, il faut être juste patient un instant, le temps que ça puisse s'afficher. Voici. Donc, effectivement, aujourd'hui, je suis Margot Millot. Donc, moi, je suis enseignante en activité physique adaptée pour le groupe associatif Ciel Bleu. Et je démarre la série des webconférences pour le comité de la Vendée de la Ligue contre le cancer. Donc, merci beaucoup. L'idée, c'est de voir qu'est-ce que l'activité physique et en quoi elle va nous être utile dans le cadre
de la prise en charge d'un cancer. Donc, l'activité physique, il ne faut pas perdre de vue déjà qu'elle doit être personnalisée, raisonnée et adaptée. C'est pour ça qu'on l'appelle activité physique adaptée, parce qu'elle doit vraiment être un outil de santé. L'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, définit l'activité physique comme tout mouvement corporel qui est produit par les muscles squelettiques et qui requiert une dépense d'énergie. Donc, ça peut être les activités de loisirs, ça peut être les activités dans le cadre du travail, les déplacements, les activités de la vie quotidienne, à partir du moment où on n'est pas assis dans un fauteuil. Cette activité physique, pour qu'elle ait un impact bénéfique pour la santé, il faut tout de même qu'elle soit pratiquée à une intensité modérée ou soutenue. Et il va y avoir un effet dose-réponse par rapport au volume et à l'intensité de l'activité physique que vous allez produire sur votre santé. L'enseignant en activité physique, eh bien, c'est moi, c'est mon métier. Donc, c'est un métier qui existe déjà depuis 30 ans. Hein. L'idée, c'est d'accompagner d'un point de vue thérapeutique les patients dans le cadre d'une activité physique adaptée. Les enseignants en activité physique adaptée ont donc une formation spécifique en STAPS, mais sur une option particulière qui s'appelle activité physique en santé. Et puis ensuite, après, on a divers masters qui vont permettre de travailler plus ou moins certains points particuliers. Et nous sommes certifiés en éducation thérapeutique du patient, ce qui permet de mettre en place, par exemple, d'un point de vue pédagogique, des écoutes actives qui sont pour moi vraiment liées à notre métier. Et puis, vous compreniez l'histoire un petit peu de notre accompagnement et de l'activité physique au travers de nos interventions. L'association Ciel Bleu, elle a été créée en 1997 à Strasbourg et c'est vraiment un acteur à part entière de la prévention santé. On a voulu utiliser l'activité physique comme un outil de bien commun pour le bien-être, pour la qualité de vie, en direction de personnes qui sont en situation de fragilité, parce que l'activité physique, elle est impactante et qu'elle doit être ouverte à tous et elle permet aussi de s'inscrire dans un parcours de prévention tout au long de sa vie. Donc, le contexte aujourd'hui de notre présentation, c'est le cancer. Donc, c'est la première cause de mortalité en France. C'est une maladie qu'on a maintenant classée dans les maladies chroniques parce qu'elle touche absolument tous les âges. Et puis, évidemment, eh bien, elle va s'inscrire sur un parcours de vie. Et on peut cependant quand même noter que plus de 50% de ces personnes touchées, en fait, ont plus de 70 ans. On voit avec le 20e, 21e siècle l'explosion des maladies chroniques. Et cette sédentarité, elle est vraiment responsable d'un décès sur 10 dans le monde. Et aujourd'hui, en France, plus de 20% de la population est atteinte de maladies chroniques. Donc, on met dans la maladie chronique toutes les maladies comme le diabète, obésité, sclérose en plaques, Parkinson, Alzheimer, voilà, y compris évidemment les problématiques de cancer. La problématique qui va vraiment être discutée au jour d'aujourd'hui, c'est l'activité physique versus la sédentarité et l'inactivité. Et l'OMS déclare et a mis vraiment une alerte sur le fait qu'au jour d'aujourd'hui, 50 à 75% de la population n'est pas suffisamment active au regard des préconisations de l'OMS. Ça veut dire qu'il n'y aurait qu'une personne sur 5 suffisamment active au jour d'aujourd'hui pour sa santé. Et lorsqu'on parle de ça, on définit tous les adultes. Et dans la définition d'adulte, l'OMS compte toutes les personnes de plus de 16 ans. Ça veut dire qu'y compris les adolescents, au jour d'aujourd'hui, l'inactivité est grandissante et elle est inquiétante. Les préconisations dont on parle au niveau de ces regards de l'OMS, c'est qu'il faut normalement, sur une vie d'adulte, faire 150 à 300 minutes par semaine d'endurance modérée. Déplacement en vélo, déplacement à pied, promenade, etc. Ou alors 75 à 150 minutes par semaine si cette activité elle est d'intensité soutenue. Et on peut combiner des intensités modérées et des intensités soutenues de façon à avoir une équivalence sur ces prérogatives. D'accord ? Le renforcement musculaire, il doit se faire sur des activités dirigées à hauteur de 2 fois par semaine. Et il s'agit évidemment de diminuer le temps d'inactivité, c'est-à-dire le temps passé assis. Il ne doit pas excéder 1h30 à 2 heures, grand maximum. Et toutes les 90 minutes, on préconise 10 minutes
de mouvement. Donc, je me lève, je vais faire un tour, je marche, je reviens, je refais une autre activité, etc. Et cette inactivité ne doit pas excéder 7 heures dans la journée, hein. Et puis, évidemment, ce panel, l'idée, c'est de vraiment venir régulièrement remettre de l'activité physique parce que ne serait-ce que la position debout est vraiment impactante pour la santé. Lorsqu'il s'agit des personnes de plus de 65 ans, on estime que pour conserver une bonne musculature, les activités de renforcement musculaire doivent être de 3 fois par semaine. Donc, on va mettre chez la personne qui va avoir plus de 60 ans un point particulier sur l'activité physique en termes d'équilibre, de renforcement musculaire et d'étirement. D'accord? C'est une vigilance particulière. Voilà. Au niveau des références, si jamais vous êtes curieux, que vous avez besoin d'avoir des références, celles qui vraiment sont de confiance et sur lesquelles vous pouvez vous baser, celles avec lesquelles nous travaillons et que nous surveillons, ça va être les indications de l'Organisation mondiale de la santé que je viens de vous donner, les préconisations de la Haute Autorité de Santé, nommée HAS, et puis les études cliniques, évidemment. Et par rapport à tout ça, sont mis en place, en fait, des actions qui sont décidées au niveau d'un plan cancer. L'activité physique, elle va être vraiment impactante au niveau de votre santé et au niveau de la prise en charge du cancer, simplement parce qu'on sait en termes de mécanismes, finalement, qu'est-ce qui va venir être favorable à l'apparition, au développement et au fonctionnement structurel du cancer. Déjà, c'est pour ça qu'on surveille l'inactivité, la sédentarité, le surpoids, parce que simplement, c'est dans le tissu adipeux que va se loger les phénomènes inflammatoires, qui vont permettre donc du coup le fonctionnement et le développement de la tumeur. On a relevé des problématiques de stress oxydatif aussi. Et puis, évidemment aussi, et on y pense moins, des problématiques d'insulinorésistance, c'est-à-dire un mauvais fonctionnement dans la problématique de prise en charge de la glycémie, et qui aurait pour incidence de venir avoir un effet encourageant ou déclencheur pour un cancer, sachant que évidemment, les causes peuvent être multiples. Elles peuvent être environnementales comme elles peuvent être d'autres liens. Donc, on sait juste que plus on va pouvoir éviter de mettre en place ces prérogatives, ces préconçus, plus on va éviter de s'exposer inutilement à des risques particuliers. Et puis, dans le cas spécifique de l'obésité, eh bien, on sait qu'il va y avoir une altération des fonctions immunitaires en plus. Voilà. Au niveau de la santé au sens large, l'activité physique, du coup, va être votre meilleur ami puisque c'est un outil facile à mettre en place, qui coûte pas cher, qui peut rapporter gros et qui va vous permettre de venir avoir un impact vraiment bénéfique au niveau de la prise en charge du cancer, mais aussi alors, dans ce qu'on appelle la prévention primaire, c'est-à-dire la prévention avant, la prise en charge pendant s'il y a donc la survenue de la maladie plus des traitements, et puis ce qu'on appelle la prévention tertiaire, c'est après, pour pouvoir s'assurer d'une qualité de vie à long terme. Donc, du coup, il y a 3 petites choses sur lesquelles c'est important de faire attention. C'est que ce qui est vraiment impactant, ça va être tout ce que vous allez mettre en place d'un point de vue régulier. La bonne nouvelle, c'est qu'il ne s'agit pas du coup d'être des champions, de faire des marathons. Il s'agit juste de faire un petit peu au quotidien des choses qui vont être impactantes et qui vont avoir un effet bénéfique sur notre métabolisme et notre santé au sens large. Pour ce faire, nous avons en fait besoin de faire attention à 3 petites choses qui ne vont jamais les unes sans les autres. Moi, je les appelle des triplettes de Belleville et vous aurez effectivement des points dessus. Vous avez l'alimentation qui a vraiment donc son rôle à jouer. Vous allez avoir évidemment l'activité physique dont on va se préoccuper ce soir plus particulièrement. Et enfin, le sommeil. D'accord?
les uns n'allant pas sans les autres. Et puis, si vous êtes à peu près bon élève sur la plupart, eh bien, vous allez avoir une bonne moyenne qui va vous permettre d'avoir un impact favorable sur votre santé. Alors, l'impact de l'activité physique, je vous disais, évidemment, elle permet de baisser les risques et de ne pas s'exposer inutilement à des risques. Et pendant le traitement, c'est là que c'est intéressant, c'est qu'elle fait maintenant partie intégrante de la prise en charge thérapeutique. Et elle est aussi, l'activité physique, nommée comme étant le seul traitement contre la fatigue. Elle permet de réduire de 30% les sensations de fatigue. Elle réduit certains effets indésirables des traitements. Elle permet, par exemple, d'avoir une bonne prévention du lymphodème, et en tout cas ne l'aggrave pas. Dans le cadre des traitements hormonaux, ça permet d'avoir une lutte contre la réduction de la masse osseuse et puis de limiter donc du coup la perte musculaire. Et suite à une chirurgie, à une radiothérapie, elle permet de conserver mobilité et puis de limiter les douleurs. Donc, elle est vraiment très favorable. À distance des traitements, on a effectivement une baisse des risques de récidive et de mortalité. Et puis, on va aussi aller chercher quelque chose qui n'est pas forcément très bien annoncé, connu, perçu quand on se prépare à un traitement, c'est le après-traitement. Et en fait, pendant le traitement, alors du fait du traitement, du fait de la maladie et aussi du fait qu'il peut s'installer une perte d'envie ou une perte de possibilité pour bouger, on va avoir évidemment un déconditionnement physique qui va s'opérer, mais aussi une fatigue qui s'installe et une baisse alors, de la capacité cardio-ventilatoire. Nous, on calcule avec la VO2 max et en fait, ça altère à 30% pendant la maladie votre capacité à avoir une activité physique, cardiaque. Vous allez vous essouffler facilement, avoir l'impression de ne pas pouvoir réaliser les activités de la vie quotidienne. Monter un escalier peut devenir infernal, etc. etc. Ces sensations-là, en fait, plus on va travailler par de l'activité physique, plus on va éviter ce déconditionnement physique et puis on va essayer de garder une VO2 max maximale et optimale. Ça permet du coup quand même d'avoir, après les traitements, une meilleure lutte contre cette fatigue et puis une meilleure réadaptation à l'effort et une meilleure récupération. Sachant que cette période-là, elle peut durer de 5 à 10 ans. Il s'agit du coup de le savoir, de s'armer de patience, de tout mettre de son côté pour pouvoir faire en sorte que ça se passe bien et de ne pas s'inquiéter. En fait, c'est naturel et puis tous les jours ne se ressemblent pas. Mais grâce à l'activité physique, on va vraiment aussi gagner du temps et gagner de la qualité sur cette période après. Enfin, quand vous avez besoin d'être guidé, conseillé et d'être rassuré, je vous invite vraiment à penser, à discuter et à amener avec vous une prescription médicale, que ce soit avec l'oncologue qui va vous suivre, le chirurgien qui a pu faire une intervention ou votre médecin généraliste si toutefois vous n'avez pas de rendez-vous de programmer. Et puis de garder ce papier comme petite circulation d'informations entre les uns et les autres. Et n'hésitez pas à les reproposer si vous avez un examen cardiaque à faire de routine. Parce que ça va vraiment permettre, de montrer votre envie et votre implication en activité physique, de permettre aux médecins d'aborder le sujet avec vous, et puis de mettre pour nous, à destination des enseignants qui vont vous encadrer, des recommandations ou des précisions. Ça permet de nous passer l'information quand il y a des points de vigilance à avoir, notamment dans le cadre de traitements qui auraient pu être cardiotoxiques. Nous, on vous demande, mais effectivement, plus l'information passe et mieux c'est. À terme, vraiment, moi, je vais vraiment fonctionner sur les prescriptions médicales simplement parce qu'elles permettent de se mettre dans un engagement, une prise en charge en activité physique, de se dire que c'est pour sa santé et que c'est fait en lien et en accord avec le personnel médical qui nous entoure, sachant que là, pour le coup, c'est vraiment utile et que ce sera à refaire
tous les ans par la suite pour pouvoir permettre d'avoir une action favorable pour sa santé. Alors, pour reprendre l'activité physique, il nous reste 10 minutes, alors j'avance. Pour pouvoir donc reprendre une activité physique, il va falloir déjà se faire confiance, avoir des repères. Et puis du coup, comme on est fatigué, qu'on peut s'essouffler vite, on peut avoir l'impression de ne pas être capable de faire, ça peut aussi être anxiogène. On peut avoir peur de bouger et d'avoir mal, ça s'appelle la kinésiophobie. Et on peut tout simplement se sentir trop fatigué pour remettre en place quelque chose. Lorsqu'on est anémié, qu'on a des grosses périodes de fatigue, l'activité physique, évidemment, on ne vous demandera pas forcément de faire 30 minutes de marche tous les jours. Mais sachez que les 10 minutes que vous pourrez faire à une allure modérée, à l'allure que vous pourrez mettre, eh bien, va être très clairement impactant. Donc, il ne faut pas hésiter, il n'y a pas de petites activités et puis il n'y a pas de petits efforts. Tout impact, surtout si c'est régulier. Il s'agit de faire un petit peu tous les jours, plutôt que d'aller se forcer un jour et faire 2 heures de sortie et puis rester 2-3 jours ensuite trop fatigué pour faire autre chose. L'idée, c'est de morceler un peu tous les jours, mais c'est la répétition et la régularité du quotidien qui va avoir un impact. Pour vous faire confiance, mais aussi pour vous dire dans quelle intensité de pratique nous, on veut vous emmener pratiquer, c'est qu'il va falloir quand même sortir un petit peu de sa zone de confort pour avoir un impact bénéfique. Donc, cette zone, on va pouvoir la comprendre et la regarder par rapport à ce qu'on appelle l'échelle de Borg et qui donc a été faite pour se donner des sensations. Lorsque je vous demande d'être sur une activité modérée à intense, vous allez être sur mon échelle, sur quelque chose qui oscille de 5 à 6, voire 7. Et pour le coup, on ne vous demande pas d'être sur quelque chose de très intense. Ce qu'il faut quand vous avez une activité, c'est qu'elle doit être légèrement fatigante. Vous allez pouvoir commencer à transpirer, en sachant que ça c'est vraiment très personnel. Hein. Mais vous allez en tout cas pouvoir vous sentir un peu essoufflé, mais maintenir quand même une conversation, arriver à finir vos phrases. Et puis, vous pouvez effectivement ressentir un petit peu de fatigue, mais c'est de la bonne fatigue et vous savez qu'elle est normale. Voilà. Si c'est trop facile, que vous sentez qu'il n'y a pas de difficulté, que vous ne sentez pas le cœur qui bat dans la cage thoracique, c'est que finalement, votre activité n'est pas suffisamment soutenue et je vous invite vraiment à faire des marches actives, à venir sur une activité qui va vous amener sur quelque chose de plus impactant. En termes d'activité physique, alors qu'est-ce qu'on va faire, comment, quoi, qu'est-ce qui est préconisé? Déjà, franchement, prenez les activités de la vie quotidienne, prenez les déplacements du quotidien. Les bases, c'est marcher, nager, faire du vélo, faire de la gym douce. Ça va vraiment être en fonction de ce qu'on va avoir besoin de travailler. Les choses sur lesquelles on va vraiment avoir besoin de travailler, elles sont au nombre de 5. Il y a l'activité cardio-respiratoire, il y a la qualité d'endurance, il y a toutes les activités de renforcement musculaire, l'équilibre et la souplesse. Elles sont toutes vraiment très intéressantes. On va regarder d'abord le cardio et le foncier. L'endurance, c'est tous les jours. C'est tous les jours une demi-heure. C'est vraiment extrêmement important. Lorsque l'intensité de la pratique est plus élevée, vous allez avoir un effet bénéfique à partir de 30 minutes. Mais si c'est une marche modérée, c'est 45 minutes à 1 heure. D'accord? Ça dépend vraiment, en fait, finalement, de l'intensité toujours de votre pratique. L'endurance, ça va être vraiment à faire à peu près tous les jours et surtout s'il y a des problématiques de diabète, puisque c'est vraiment comme ça qu'on va permettre de réguler la glycémie et de remettre le métabolisme sur des actions vraiment satisfaisantes et permettre de lutter contre cette fameuse insulino-résistance. 2 à 3 jours par semaine, on va mettre en place des activités de renforcement musculaire pour aller travailler spécifiquement vos muscles. Sachant que vos muscles, ils vont être votre capital pour maintenir votre squelette, pour avoir de la force et pour ne pas vous sentir fatigué. Et l'intérêt d'avoir une bonne masse musculaire, c'est aussi et surtout que, à distance de l'activité physique, pendant
24 à 48 heures, votre muscle va venir se consolider, se refabriquer, se renouveler. Et puis surtout, il va venir consommer énormément. Et donc, du coup, il va permettre de réguler la consommation, par exemple, de sucre pendant toute la semaine et vous permettre, du coup, d'être sur un métabolisme extrêmement intéressant et de gérer les problématiques de prise de poids, par exemple, qu'on peut avoir lors des hormonothérapies. OK ? Sachant qu'on est vraiment dans l'idée aussi de garder un bon rapport poids sur de la masse musculaire aux dépens du tissu adipeux, souvenez-vous tout à l'heure. D'accord? Et la deuxième chose, c'est que ce que j'ai oublié de vous dire sur l'activité d'endurance tous les jours, c'est que la seule et unique façon de venir chercher une densité osseuse confortable, raisonnable, satisfaisante, sachant qu'on sait qu'elle va être mise à mal, eh bien, c'est de marcher. Parce que c'est lorsque vous marchez que viennent se faire des micro-vibrations dans le corps qui envoient le signal au cerveau de venir constituer du muscle et de venir de l'os, et de venir le redensifier. Ensuite, on va garder des activités plus spécifiques d'équilibre à bien travailler parce que simplement, si vous vous sentez fatigué, si vous n'êtes pas à l'aise, eh bien, l'équilibre peut être un problème pour vous, pour vos activités de la vie quotidienne. Donc, on ne va pas se laisser faire non plus. Au niveau de la marche, ça peut être, par exemple, de s'équiper de bâtons de marche, tout simplement. Et puis, donc, du coup, de travailler aussi l'assouplissement parce que finalement, lorsqu'il y a eu des radiothérapies, des chirurgies, lorsqu'on a eu notre corps qui a été mis à mal, eh bien, la façon qui est la plus intéressante pour éviter et d'aller vers de la blessure musculaire et de garder, pour garder une bonne mobilité d'une articulation, eh bien, c'est de garder aussi des muscles et des tendons qui sont souples et qui sont capables de réaliser les amplitudes de mouvement qu'on leur demande. En plus, tout ce qui est stretching, assouplissement, c'est vraiment très bénéfique pour la gestion de la douleur. Et donc, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin, ça marche extrêmement bien et c'est très favorable pour votre mobilité au quotidien. On n'y pense pas assez finalement. Enfin, on va vraiment partir sur une progression des activités physiques en gardant des activités plus douces et à des intensités moindres quand on démarre, et puis venir comme ça, et bien, se challenger, puis avancer au fur et à mesure qu'on se sent le mieux. Et on va pouvoir aussi trouver des petits trucs et astuces pour se faire progresser sans forcément avoir besoin d'équipement et sans forcément, effectivement, comme en ce moment, avec le confinement, la problématique, c'est comment je vais faire pour trouver des solutions, comment je vais pouvoir faire des exercices et comment je vais faire pour me motiver. Eh bien, on va vous donner tout ça dans les trucs et astuces juste là. Alors, les prérogatives en termes d'activité, ça va être la relaxation, ça va être la gym douce, ça va être le renforcement musculaire, la marche active. Ça peut aussi être évidemment des activités dans l'eau, des activités avec des vélos. Et si vous avez des vélos d'appartement, en cas de confinement, de froid, de pluie, ça reste quand même un super outil à la maison pour pouvoir faire une activité. D'accord ? On a sur ce tableau un petit point de vigilance que je voulais que vous regardiez, c'est que vous voyez bien que dans la prévention tertiaire, donc le après-cancer et après les traitements, il faut quand même aller sur une activité intense, c'est-à-dire aller à 70% de ce que vous êtes capable de faire, 100% étant par exemple le max du max. Et donc, du coup, pour avoir un impact, l'objectif, c'est d'avoir une réduction de 20 à 50% des risques de récidive et aussi de diminution de la fatigue. D'accord ? Ça a été prouvé scientifiquement, ça fonctionne. Il y a de nombreuses études qui ont montré qu'effectivement, on pouvait abaisser jusqu'à 60% ce fameux risque de récidive. C'est ce que je vous avais montré un peu plus haut dans la première diapo. Alors, les trucs et astuces. Déjà, comment on fait pour être un petit peu plus dans le mouvement au regard de ce qu'on peut faire sur une semaine? Je vous conseillerais déjà de vous faire des petits plannings parce qu'on peut vite rester 2-3 jours d'affilée sans faire d'activité physique et parce que finalement, on est pris par autre chose. Moi, la question que je vous pose là maintenant et qui, j'espère, va vous faire trouver des solutions et de l'envie, c'est que de la même façon que vous ne resteriez pas 2,
3 jours sans aller dormir et que vous ne resteriez pas toute la journée ou 2 jours sans manger quelque chose, eh bien, souvenez-vous de ma triplette, on ne peut pas rester. Et pourquoi rester plus d'un jour ou 2 sans bouger? Parce que le besoin de votre corps en termes d'activité physique est le même qu'en termes d'alimentation et de sommeil. Il faut recharger la machine, c'est important. Donc, un truc qui marche très bien et qui permet d'augmenter de 30% le volume d'activité physique hebdomadaire, donc c'est vraiment quelque chose de très impactant, c'est de réfléchir ces déplacements du quotidien sur des déplacements actifs. Alors, quand c'est pas très facile, qu'on est fatigué, que c'est pas vraiment le bon moment, on peut être sur du partage des modes de déplacement. Parce que ça permet, par exemple, de prendre la voiture ou quand même le bus et de se garer pour le coup un petit peu plus loin pour marcher 500 mètres, 600 mètres. Et puis, du coup, de se garer encore un peu plus loin. Puis une fois, finalement, peut-être d'y aller à pied, de revenir en bus. Voilà, partager pour pouvoir aller plus loin et puis mettre plus d'activité physique, surtout quand au début, on a l'impression que ça ne va pas être abordable. Pour avoir des meilleurs résultats en termes de prévention et notamment pour le traitement de la fatigue, eh bien, la mise en place de programmes mixtes a vraiment fait ses preuves. Il s'agit de combiner des exercices d'endurance, donc à une allure plus modérée, et des exercices à allure modérée et intense, et des exercices de renforcement musculaire. Lorsqu'on combine les deux, on a encore plus de meilleurs résultats. Alors, ça peut être dans la même séance, ça peut être dans la même journée. Vous pouvez faire une petite demi-heure de marche parce que vous avez été chercher votre pain le matin et puis que vous êtes allé sortir le chien dans l'après-midi. Et puis, vous mettre une petite session d'activité physique de 30 minutes en montant les escaliers, en faisant 3-4 debout assis, en refaisant un gainage et en refaisant les escaliers, etc., sur une petite routine du quotidien qui peut vous permettre de mettre en place de l'activité physique. Pour progresser, sur de la marche, par exemple, eh bien, je vous disais, si vraiment c'est pas facile, prenez vraiment des bâtons de marche. Et surtout, si vous voulez un meilleur impact en termes de marche, je prends la marche parce que c'est vraiment la chose qu'on peut faire en ce moment et qui est accessible en fait. Hein. Quitte à faire des points d'arrêt, s'asseoir sur un banc, revenir, faire des points de pause, peu importe, trouvez les choses qui vous correspondent. L'intérêt des bâtons, c'est qu'ils vous sécurisent, mais surtout, l'intérêt des bâtons de marche nordique, c'est que du coup, vous allez utiliser 80% des muscles de votre corps. Et donc, vous allez avoir une dépense énergétique plus importante et un renforcement musculaire global du corps humain avec tout l'impact que ça a sur le métabolisme. Donc, quitte à sortir marcher, autant être impactant. Là, vous gagnez sur tous les tableaux puisque finalement, ça vous aide, ça soutient le dos, ça soulage les jambes, ça soulage le bassin, les genoux, ça évite les douleurs et ça permet d'avoir une dépense énergétique et physique qui est encore plus impactante et on peut avoir du coup des rythmes de marche plus intensifs. Donc, c'est intéressant. On peut aussi s'amuser au fur et à mesure des semaines. Alors, je dis ça, si vous commencez maintenant, peut-être pour cet été, de se challenger pour gagner et gagner notamment en VO2 max, je vous disais, votre capacité cardio-ventilatoire. Vous pouvez ajouter du poids. Donc, il s'agit de partir, par exemple, avec un sac à dos et vous mettez 2 bouteilles d'eau dedans. Vous allez ajouter de la vitesse. Donc là, vous vous obligez à marcher plus vite que d'habitude. Et souvenez-vous de mon échelle de Borg, sentir que là, du coup, vous allez juste faire des petites phrases courtes. Oui, non, ça va. Que vous avez donc la respiration qui est plus courte et que vous sentez bien le cœur qui bat dans la cage thoracique. Et enfin, vous pouvez rajouter de la distance ou de la durée. Tiens, là, j'ai fait 40 minutes, je fais 45 minutes. Là, j'ai fait 1 kilomètre, je vais en faire 1,5 km. Et puis, aller chercher du dénivelé. Le dénivelé, c'est toutes les pentes, les escaliers et aussi le travail dans le sable qui vont vous permettre vraiment d'avoir cette sollicitation qui va être impactante. J'espère que ça a répondu à pas mal de questionnements. Maintenant, si vous voulez avoir plus d'astuces et si vous voulez aussi venir vous tester pour démarrer, savoir où vous en êtes de votre activité physique, j'ai pensé que ça pouvait vous aider de savoir où aller trouver de l'information. Alors, on a le site Manger Bouger, c'est le site mangerbouger.fr
Et donc, du coup, sur ce site-là, vous allez pouvoir faire votre test de niveau d'activité physique et aller chercher des petits trucs et astuces. Vous avez, bon, alors maintenant, comment je fais de l'activité dans mon appartement et comment je vais faire pour continuer à faire une activité physique alors qu'il fait froid dehors. Je vais trouver aussi des idées pour bien manger et bouger plus cet hiver. Voilà, ça c'est le site qui est en lien avec le programme national Nutrition Santé, sur lequel vous pourrez aussi aller chercher des éléments en termes d'alimentation et de sommeil. Et vous avez aussi du coup la possibilité de venir sur donc, notre site getfit.com qui va vous permettre ici de venir vous tester pour savoir où vous en êtes par rapport aux fameuses recommandations de l'Organisation mondiale de la santé dont je vous ai parlé. Et là, on vous demandera de vous estimer sur votre temps de pratique dans la semaine. On vous donnera le niveau auquel vous êtes rendu. On vous encouragera à mettre en place des choses pour augmenter ce niveau et vous pouvez vous retester régulièrement pour savoir où vous en êtes. Donc là, pour aller sur ce site, il faudra faire www.getfi.com. Voilà. Je vous remercie. Je vais arrêter le partage de l'écran. Voilà. Je n'ai pas vu de questions. Et là, donc, j'ai donc terminé sur ma première grosse demi-heure. Comment atteindre les 10 000 pas par jour. D'accord, super. Les 10 000 pas par jour, quand on est en télétravail, et ouais, c'est pas évident le télétravail. Et puis là, en ce moment, on va avoir tendance à garder les personnes à la maison, surtout si elles les estime étant immunodéprimées et étant personnes à risque. Alors, déjà, les 10 000 pas, comment dire, ça peut paraître énorme, mais ça peut faire peur. C'est un chiffre qui est énorme. Alors, moi, ce que je peux vous conseiller en termes d'activité physique, c'est quand même effectivement faire attention du coup à bouger toutes les 90 minutes grand maximum. Donc, si vous êtes en télétravail, là, par exemple, ça fait une demi-heure que vous êtes avec moi, mais vous allez pouvoir vous lever, vous asseoir, vous lever, vous asseoir, vous faites debout, assis, debout, assis, debout, assis, une dizaine de fois. Vous allez chercher une bouteille d'eau, vous revenez. Vous prenez le temps d'aller tout simplement, si vous avez des escaliers à la maison, aller chercher quelque chose, le redescendre, profiter des choses à faire à la maison pour emmener du linge, etc. Faire des coupures, aller chercher votre pain. Enfin voilà, c'est pas parce qu'on est en télétravail que finalement on est obligé de rester coincé devant son ordinateur. Et puis vous allez pouvoir aussi varier les positions. Travailler debout si vous avez un bar, travailler un peu debout, vous remettre assis, vous remettre sur un ballon. Et puis, effectivement, toutes les 90 minutes, faire des levées de genoux, de la marche sur place et du debout assis de chaise, par exemple. Ça peut être vraiment impactant. Et évidemment, accordez-vous des pauses et notamment sur le temps du déjeuner. Obligez-vous à aller chercher votre pain à côté et puis à revenir. Ça permet de faire des vraies coupures. Mais c'est vrai que le télétravail, c'est un vrai problème. J'ai des collègues qui nous avaient envoyé des photos un peu rigolotes où ils se mettaient sur leur vélo d'appartement et puis pédalaient avec l'ordinateur devant. Voilà, vous pouvez, quand vous avez une conversation téléphonique avec un collègue, faire les 100 pas dans la maison. Il y a pas mal de petites choses qui peuvent se mettre en place. Et donc, du coup, alors, pour les poussées d'arthrose et l'activité physique, la problématique de la poussée d'arthrose, c'est qu'il va y avoir une période très critique où clairement, physiquement, on va être fatigué et hyper douloureux. Dans ces périodes-là, c'est là où je vous disais qu'on va garder l'activité physique, mais vous vous autoriserez à la réduire en fonction de votre état du moment. C'est-à-dire, au lieu de faire une demi-heure de marche, vous faites 10 minutes. Simplement parce que ça va vraiment venir impacter sur la gestion de la douleur et puis permettre en fait de garder de la mobilité dans les articulations. Et dans ces cas-là, privilégier des activités de relaxation et des activités de mobilité articulaire, de la gym douce, du pilates, du yoga, du tai chi, tout ce qui va vous permettre en plus, au niveau de gestion de la douleur, de venir travailler tous les neurotransmetteurs qui sont dans la peau, dans les muscles, dans les articulations et qui viennent en fait amener l'information de la douleur jusqu'au cerveau. Et nous, grâce à l'activité physique, on va venir bloquer cette circulation de l'information. Ça passe aussi par les massages, automassages, étirements. Et le stretching, dans ces moments-là, est vraiment extrêmement intéressant.
Je ne sais pas si ça a fait naître d'autres questions. Alors, donc les sports qu'on conseille aux femmes opérées d'un cancer du sein, eh bien, je dirais carrément qu'on n'en enlève tout simplement pas. Après, évidemment, il y a des périodes aiguës post-chirurgicales ou alors après les radiothérapies où on va après la radiothérapie, il y a un petit moment où on ne va pas dans l'eau. Mais ça, c'est des restrictions qui sont sur des périodes assez courtes et que le médecin vous donnera de toute façon. Une fois que tout est bien cicatrisé, qu'on est sûr que ça fonctionne et qu'on a le feu vert, vous faites les activités qui vous plaisent et qui vous conviennent. Maintenant, souvent, avec un cancer du sein, on peut avoir des raideurs de la cage thoracique, des problèmes de mobilité des épaules, des mal de dos qui vont venir du fait qu'on a pu avoir une position de répit ou parce qu'on avait mal, on a pris des mauvaises postures ou tout simplement du fait de l'opération, de la position qu'on pouvait avoir sur la table d'opération. Donc, l'idée, c'est de venir redonner de la mobilité à la cage thoracique, au haut du corps, aux épaules et de redonner de la force. Donc, tout ce qui peut être impactant pour venir mieux gérer votre respiration, le fonctionnement de la cage thoracique, comme la sophrologie, tous les exercices de respiration, la marche afghane, tout ce qui tourne autour du souffle, autour des torsions, autour du stretching, autour du renforcement musculaire, eh bien, c'est extrêmement intéressant. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est hyper intéressant et qu'il a été très développé, les activités de rame. Ça peut être aussi tout simplement le rameur. Ça peut être les activités de tir à l'arc pour l'ouverture, l'amplitude et puis tout le tonus musculaire que ça installe. Ça va être la marche nordique aussi. Et ça va être toutes les activités de renforcement musculaire. Là, ce qui est très à la mode, ça va être le stretching postural, ça va être les méthodes Feldenkrais, etc., etc. En tout cas, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Margot? Merci Margot. Merci à vous. Pour cette intervention. Moi, je voulais juste rajouter quand même, peut-être clôturer la séance d'aujourd'hui pour dire que la Ligue contre le cancer, le comité 85, évidemment propose des ateliers d'activité physique adaptée qui sont gratuits, qui sont ouverts évidemment aux personnes qui ont été atteintes de cancer ou qui sont atteintes de cancer, éventuellement aux familles. C'est gratuit, il faut effectivement en faire la demande et puis après on peut intégrer un de ces groupes. Alors aujourd'hui dans le contexte sanitaire c'est un peu compliqué, mais les activités sont maintenues au minimum en distanciel. Moi, je voulais revenir sur votre intervention pour dire que c'est très bien. Je suis très pro APA, activité physique adaptée, parce que déjà depuis quelques années, toutes les études montrent que l'activité physique adaptée dans le cancer, c'est extrêmement important. Ça permet non seulement, vous l'avez dit, de maintenir une forme physique pendant le traitement du cancer, mais aussi après. Ça permet d'avoir une résistance au traitement, en tout cas une capacité à la tolérance, notamment au cours de traitement, qui est meilleure. Moi, je vois beaucoup de patients atteints de cancer. Évidemment, c'est mon activité principale. Et on insiste beaucoup sur le fait qu'il faut maintenir une activité physique, quel que soit le stade où l'on est dans sa maladie cancer. C'est-à-dire que l'on soit pendant le traitement ou après, parce que comme vous l'avez dit, ça peut prendre très longtemps après le traitement de la phase aiguë, la chirurgie, la radiothérapie, la chimio, etc. Il peut y avoir plusieurs années pendant lesquelles les personnes atteintes de cancer et qui ont été traitées se sentent fatiguées, ne reprennent pas leur capacité initiale. C'est peut-être aussi parce que justement, on n'a pas mis l'accent sur la rééducation initiale, ou en tout cas la reprise d'une activité qui soit correcte. C'est vrai que quand on sort d'une maladie cancer, on n'a pas obligatoirement envie de faire du sport.
Mais il faut voir les choses comme étant plutôt un challenge pour revenir à une vie, en tout cas la plus normale possible. C'est vrai que c'est aussi à coupler avec, et ça c'est mon petit dada personnel, mais à coupler avec l'alimentation et la nutrition parce que si on ne s'alimente pas correctement, on n'a pas la force de récupérer, on n'a pas une activité physique suffisante. Et ça, vous l'avez dit, activité physique, le terme qui est intéressant, c'est quand même adapté. Ça veut dire qu'elle doit être adaptée à la capacité de chaque personne et qu'on n'a pas les mêmes capacités, évidemment, en fonction de notre âge, du point où l'on part, hein, si on a été complètement sédentaire ou pas, mais que tout le monde est capable d'avoir une activité physique et ça, c'est extrêmement important. Voilà, je pense qu'il y a quelque chose à faire là-dessus et au niveau de la Ligue contre le cancer, on est en train justement de réfléchir pour aller plus loin dans la démarche, c'est-à-dire non seulement proposer l'activité physique adaptée, mais la coordonner avec, j'ai envie de dire, tous les autres axes de soins de support, mais qu'ils soient psychologiques ou physiques, et qu'ils soient de bien-être aussi. Peut-être ce qu'il faut rappeler, c'est que comment on peut faire si on a envie de bénéficier de cette activité physique adaptée? C'est que normalement, la loi a prévu, il n'y a pas, alors je ne sais plus la date exactement, mais qu'on doit pouvoir passer par le médecin traitant. Le médecin traitant fait une ordonnance, hein, peut vous délivrer une ordonnance qui ne contre-indique pas l'activité physique et ensuite il appartient, alors c'est là où ça pêche un peu et où le dispositif est peut-être un peu embêtant, il appartient à la personne de trouver soit le coach sportif, soit l'association qui soit capable de le prendre en charge pour faire cette activité. Donc ça veut dire que le médecin traitant, lui, ou le médecin, un oncologue, comme vous l'avez dit, hein, Margot, est là pour faire la prescription et toutes les personnes ont le droit de l'avoir. Le problème derrière, c'est comment on fait pour accéder à l'activité physique. Et évidemment, il y a besoin d'avoir une évaluation de sa capacité physique pour que derrière, on puisse avoir l'activité qui nous correspond. Je sais qu'on est en train de travailler, nous, là-dessus aussi, sur qui va faire l'évaluation et comment on va orienter les personnes vers la bonne activité et la bonne association. Et ça, c'est pour dire, c'est en développement et en réflexion aujourd'hui au sein du bureau de la Ligue. Hein, c'est développer cette activité, développer les axes de travail sur une prise en charge qui soit pluridisciplinaire pendant le traitement aigu, évidemment, mais les besoins ne sont pas les mêmes, mais surtout après, dans la réadaptation et la réinsertion, pour aller beaucoup plus loin, dans la réinsertion des personnes qui ont été atteintes de cancer. Et pour répondre à votre question, il y a un référencement fait pour donc les professionnels par OncoPL qui se veut être le plus large possible et puis qui va permettre aussi d'accéder à cette fameuse prescription médicale pour avoir quelque chose de pratique et de facile. Et puis, il y a le site On y va qui, lui, va permettre en fait de trouver aussi ces informations-là, sachant que le référencement, il n'est pas forcément, il est en cours. Donc, ce n'est pas parce que vous ne trouvez pas un intervenant pour l'instant que ce n'est pas bien. C'est juste que c'est tellement compliqué et puis c'est difficile de référencer en mettant tout le monde dans des petites cases que ça prend son temps, mais c'est en cours. Il y a un vrai travail de fait. Et puis pour la prise en charge du coup par prescription médicale pour l'APA, alors il y a des choses à faire lorsqu'on est en ALD, puisque du coup il y a une couverture à 100%. Il ne faut pas croire comme on a pu le penser, parce que ça en fait c'était pour faire comprendre l'envie et l'envie de mise en place du processus. Ce n'est pas la Sécu qui va payer l'activité physique. En tout cas, nous, sur notre secteur, ce n'est pas du tout, ne serait-ce qu'à l'ICEP. C'est les complémentaires santé et les complémentaires retraite qui peuvent aider à l'activité physique parce qu'elles savent qu'elles sont impactantes. Donc, en fait, au cas par cas, il ne faut pas hésiter à revenir vers votre complémentaire et ou, si vous avez eu l'occasion d'être accompagné par la CPAM, par une conseillère de la CPAM, en fait, sur leur service d'action sociale. Parce que ça peut être ça aussi quand on a peu de revenus. Au niveau de l'association Ciel Bleu, il faut savoir aussi que là, OK, on est en confinement, on a continué, nous, à accueillir les patients sur prescription médicale par groupe de 5 en salle. Donc, on a la possibilité de répondre. Et puis, surtout, on a aussi mis en place des choses de relais où on va pouvoir aller prendre rendez-vous par téléphone, faire des bilans physiques en présentiel et aller au domicile pour pouvoir justement
malgré le confinement, aller au plus proche de ceux qui ont besoin d'une réponse là, maintenant, tout de suite. Et il y a aussi la possibilité, du coup, de nous contacter. On peut vous accompagner au cas par cas sur vos projets. Il ne faut pas hésiter. Alors moi, je voulais juste rajouter que, évidemment, l'assurance maladie, comme vous l'avez dit, ne prend pas en charge, ne paye pas les séances de sport parce que ce n'est pas son rôle. Elle va rembourser la prescription, en tout cas la consultation de prescription. Ensuite, ce qu'il faut savoir, alors je ne sais pas si elle ne le pratique pas, mais le CDOS, le comité départemental olympique, notamment en Vendée, avec qui nous, on va essayer de travailler aussi, ça c'est peut-être un scoop ou pas, mais propose un chèque de 80 € pour s'inscrire, par exemple, soit avec un coach, soit avec une salle, ou soit avec quelqu'un qui soit capable de fournir la prestation. Alors, ça ne va pas tout payer, évidemment, mais c'est une aide. Et c'est une aide qui vient donc du national, hein, du comité, du comité olympique national. Donc, ça, ce sont des choses qui peuvent se faire comme ça. Et puis, effectivement, il y a les complémentaires santé et puis l'assurance maladie, non, mais les complémentaires santé, oui, dans un certain nombre de cas, dans leur contrat, prennent en charge un certain nombre de séances. Donc, il faut de toute façon se renseigner pour essayer de voir comment on peut éventuellement être pris en charge à minima. Parce que c'est vrai qu'ils ne vont pas tout prendre. Donc, n'hésitez pas à parler autour de vous. Évidemment, nous allons faire des campagnes de communication là-dessus parce qu'on veut atteindre le maximum de personnes, parce qu'il faut continuer les missions, notamment de prévention. Mais en tout cas, n'hésitez pas à en parler, à vous reconnecter toutes les semaines, ou en tout cas à chaque fois qu'il y aura une webconférence. Et faites-nous confiance pour avoir des idées. Hein, Laura? Pas de problème. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Au revoir, bonne Bravo. soirée.